Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour traiter de la question des modes de preuve. Il faut, pour démarrer, connaître certaines distinctions en la matière. Vous avez donc deux grands systèmes qui peuvent se compléter ou s'opposer selon les cas. D'un côté, vous avez le système qu'on appelle le système de la preuve légale ou bien le système de la légalité des preuves. Dans ce système-là, donc, la loi définit un certain nombre de modes de preuve qu'elle déclare admissibles. La preuve donc ne peut être faite que par les modes de preuve qui sont déclarés admissibles et la loi elle-même va fixer la force probante de chaque type donc de preuve. Le juge est donc lié et ne dispose d'aucune liberté d'appréciation. Ce système favorise la prévisibilité au détriment de la souplesse et parfois même malheureusement au détriment de la vérité. À l'opposé, vous avez donc, en tout cas de l'autre côté, vous avez le système de la preuve qu'on appelle le système de la preuve morale, appelé également le système de la liberté des preuves. La loi n'exige aucun mode de preuve déterminé et ne fixe pas leur force probante. Les parties, donc, les plaideurs, jouissent d'une liberté entière pour apporter des éléments de preuve qui sont propres à emporter la conviction du juge, sous réserve évidemment de ne pas recourir à des procédés déloyaux pour l'obtention de la preuve. Donc de son côté, le juge qui va se décider sur la base donc de son intime conviction va apprécier par lui-même la valeur probante des différents éléments de preuve qui sont soumis à son jugement. Donc le droit de la preuve chez nous donc oscille entre deux impératifs qui peuvent être des impératifs qui sont contradictoires. La vérité d'un côté, la sécurité de l'autre. Bien sûr que la recherche de la vérité milite en faveur du système de la liberté des preuves, qui évidemment milite bien évidemment en faveur de l'admission de tous les modes de preuve en laissant le juge tout à fait libre de forger sa conviction en ayant étudié les différentes preuves qui lui ont été fournies. La sécurité signifie donc qu'il ne faut pas remettre en cause facilement des situations existantes. Ce qui signifie donc qu'ici, il va falloir privilégier le système de la légalité de la preuve. Donc, le législateur doit dire clairement quels sont les modes de preuve qui peuvent être admises et quelles sont celles qu'il faut rejeter. Évidemment, ça joue évidemment au détriment de la recherche de la vérité. Le droit des contrats a été réformé et en même temps le droit de la preuve. C'est la raison pour laquelle donc, on a l'ordonnance du 10 février 2016 qui est rentrée en vigueur le 1er octobre 2016 qui réforme donc le droit de la preuve des obligations, pose le principe de la liberté de la preuve. Donc le principe qui est posé, il est posé à l'article 1358 du Code civil. Mais il répète tout de suite, hors les cas où la loi en dispose autrement. Donc le principe est celui de la liberté de la preuve en dehors des hypothèses où la loi en dispose autrement. Ainsi, en droit civil, si on regarde de près, puisque c'est notre matière, il est traditionnellement admis que le système de la légalité des preuves domine en ce qui concerne la preuve des actes juridiques. En effet, comme on l'a vu dans d'autres vidéos, il n'y a que certains modes de preuve qui sont admises et qui vont lier le juge. En revanche, pour les faits juridiques, la preuve est libre. Donc, on n'appliquerait pas le même principe selon qu'on prouve des actes juridiques ou des faits juridiques. En revanche, en dehors du droit civil, le principe est plutôt en faveur du système de la liberté de la preuve. Par exemple, on l'a vu avec l'article L110-3 du Code de commerce, la preuve est libre pour un acte de commerce contre un commerçant. De même en droit pénal, en droit du travail, en droit administratif, la preuve peut être faite par tout moyen et la force probante de la preuve repose sur l'intime conviction du juge. Nous, pour étudier donc cette question des modes de preuve, nous allons regarder tout d'abord donc la question de la preuve par écrit et ensuite nous nous attarderons sur les autres modes de preuve. Tout d'abord, la preuve par écrit.
Par la loi du 13 mars 2000, le législateur a adapté le droit de la preuve aux nouvelles technologies, ce qui a permis de dématérialiser la preuve. Et c'est cette loi qui a été reprise par la réforme de 2016 qui a permis donc de définir la notion de preuve par écrit, qu'on qualifiait donc de preuve littérale. Donc regardons la notion de preuve par écrit. Tout écrit, pour valoir comme preuve, doit remplir certaines conditions. Et ce sont ces conditions que nous allons étudier qui ont été mises en place depuis la réforme de l'an 2000 pour savoir ce qu'est un écrit. Donc c'est pour ça que je parle ici des exigences communes à tout écrit, et puis pour certains écrits, on rajoutera des exigences particulières. Donc l'objectif ici, c'est de comprendre ce qu'est une preuve écrite. Donc les exigences communes à tout écrit. Tout d'abord, l'intelligibilité du contenu. L'article 1365 du Code civil dispose que l'écrit consiste en une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou tout autre symbole doté d'une signification intelligible, quel que soit leur support. Donc l'écrit en droit ne nécessite pas forcément l'emploi de lettres. Tout signe ou symbole peut être utilisé à la condition d'être intelligible. Ça veut dire que ces symboles doivent être dotés de sens. De même, le support de l'écrit est indifférent. Il n'y a pas un monopole pour le format papier, car l'écrit peut être parfaitement immatériel. C'est tout le sens de l'apport de la réforme de l'an 2000. L'écrit peut être immatériel et donc peut être établi sur un support électronique, comme le prévoit l'article 1366 du Code civil. Mais cela ne suffit pas, puisqu'il faut également la signature de l'écrit. L'article 1365 définit de façon très large l'écrit en se contentant de la question, donc, comme on vient de le voir, de l'intelligibilité. En effet, la signature est un élément important à rajouter. Vous voyez, parmi les écrits, il y a ce qu'on appelle l'écrit sous signature privée, qui est écrit et rédigé par les parties, et qui peut éventuellement être contresigné par un avocat. De même, l'acte authentique. L'acte authentique qui est reçu par un officier public, qui est qualité pour rédiger cet acte. Article 1369. Donc, ces actes, pour pouvoir faire la preuve d'un contrat, par exemple, doivent absolument avoir été signés. Est-ce que le Code civil définit la signature? Puisque nous nous permettons de le mettre ici parmi les exigences, est-ce qu'il y a une définition de cette signature parmi les textes du Code civil? C'est l'article 1367 du Code civil qui définit la signature non pas par ce qu'on pourrait appeler sa matérialisation, mais par sa fonction. À quoi sert une signature? C'est ça qui est important. L'article 1367 nous le dit, la signature identifie son auteur. Elle manifeste le consentement de l'auteur aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère à l'acte son authenticité. Donc, dans le sens classique, l'identification d'une personne par la signature reposait sur la constatation d'un signe qu'on appelle aujourd'hui votre signature, voilà, qui est tracée par la main de l'auteur. On a admis depuis la signature électronique. En effet, à côté de la signature manuscrite, qui a la même valeur. C'est l'article 1366 du Code civil qui va dans ce sens. Je vous rappelle que l'article 1366 accepte l'écrit électronique comme preuve au même titre qu'un écrit sous seing privé, mais à une double condition. Qu'on puisse identifier la personne dont émane l'écrit et qu'il soit établi et conservé dans des conditions à nature à en garantir l'intégrité. Donc la signature électronique, c'est un procédé d'identification
dont la fiabilité est présumée, donc jusqu'à la preuve contraire. On peut contester, mais encore une fois, dans un premier temps, il y a cette présomption. Donc, vous avez cette double exigence pour dire que l'écrit peut servir de preuve. L'intelligibilité, signature. Maintenant, les exigences particulières à certains écrits. Donc, en principe, l'acte sous seing privé, dès lors qu'il est signé, n'est soumis à aucune condition de forme. Il peut être rédigé avec un stylo, avec un crayon, avec un feutre. Et nous savons donc que depuis l'arrêt, j'insiste sur cet arrêt de la première chambre civile du 27 janvier 1993, la mention lu et approuvé est inutile. Ce qui compte, c'est la signature, ce n'est pas la mention lu et approuvé. Après, il y a des exigences particulières à certains actes. Notamment, je prends un ou deux exemples. Si on regarde les actes sous signature privée. Pour les actes sous signature privée, je peux prendre le cas des contrats synallagmatiques, des contrats bilatéraux, les contrats dans lesquels chaque partie a pris un engagement. Donc, le contrat synallagmatique doit être dressé en un double exemplaire. L'article 1375, alinéa 1er du Code civil, prévoit cette exigence du double exemplaire. Ça permet à chaque partie de pouvoir faire la preuve du contrat avec un écrit émanant de l'adversaire. Bien entendu, ça c'est lorsqu'on a utilisé le support papier. En revanche, quand l'écrit est électronique, ce qui compte, c'est que chaque partie ait accès à l'écrit électronique. De même, il faut la mention en chiffres et en lettres du montant de votre engagement lorsque vous prenez l'engagement de payer une somme d'argent. Sinon, on se retrouve avec un commencement de preuve par écrit. S'il manque la mention en chiffres et en lettres, l'acte n'est pas nul, ce n'est pas un problème de validité. Lorsque je dis que je dois 10 000 € à quelqu'un si je n'ai pas écrit en lettres, c'est un commencement de preuve par écrit qui doit être complété par des éléments de preuve extrinsèques. De même, il y a des exigences particulières pour les actes authentiques. Un acte authentique doit être dressé pour être valable par un officier public compétent et par un officier public compétent dans des formes requises par la loi. L'officier public étant un notaire, un huissier de justice, un greffier, un officier d'état civil. Cet officier d'état civil doit avoir la compétence territoriale et la compétence d'attribution pour dresser cet acte. De même, il y a certaines formes qui doivent être respectées. Ils doivent être rédigés en français, depuis l'ordonnance de Villars-Cotterêts, sous François Ier, de façon lisible, comme on dirait sans interligne. Ils doivent être enregistrés, bien entendu. Donc vous voyez, intelligibilité et signature, plus quelques particularités qui ne sont pas négligeables, selon que l'acte est sous seing privé ou selon que l'acte a été rédigé de façon authentique. À côté de cela, il faut traiter donc des autres modes de preuve, bien entendu. Alors il y a le cas des témoignages, pour commencer. Qu'est-ce qu'un témoignage? On trouve la définition à l'article 199 du Code de procédure civile. Article 199 du Code de procédure civile. Le témoignage est une déclaration faite au juge par un tiers au litige, sur des faits dont il a eu connaissance. Donc, déclaration faite au juge par un tiers au litige sur des faits dont il a eu connaissance. Le témoignage peut être fait à l'oral comme à l'écrit. Le témoignage, en principe, ne doit porter que sur des faits dont le témoin a eu une connaissance personnelle. Ça ne doit pas provenir donc de rumeurs, parce que la preuve est trop incertaine. Donc, si la preuve provient de rumeurs, ça porte un nom, on appelle ça donc une preuve par commune renommée. Donc, on dira qu'il s'agit d'une preuve par commune renommée, et donc, en principe, elle doit être écartée.
De manière exceptionnelle, elle peut être admise lorsqu'il s'agit de sanctionner un individu dont la négligence avait empêché l'adversaire d'établir sa preuve autrement, mais à titre exceptionnel. Donc la force probante du témoignage est soumise à l'appréciation souveraine des juges, article 1381 du Code civil. Le juge est libre, en principe, de s'estimer convaincu ou non par le témoignage. Et cette liberté qui est donnée au juge est tout à fait logique, puisqu'il y a une incertitude qui pèse sur ce mode de preuve, parce que les témoins peuvent parfaitement déformer les faits, voire, évidemment, on peut constater parfois une subornation de témoins. Donc il y a ce doute qui existe, donc on préfère que le juge soit libre pour apprécier cela. À côté de cela, vous avez les présomptions judiciaires, qu'on appelait précédemment les présomptions du fait de l'homme, qui s'opposent, je vous rappelle, aux présomptions légales. Ce sont des présomptions, on les appelle judiciaires. Pourquoi? Parce que ce sont des présomptions qui sont posées par le juge, qui, je vous rappelle, déduit un fait inconnu en partant d'un fait avéré. Donc on déduit un fait inconnu en partant d'un fait avéré, en se fondant sur un ou plusieurs indices qui sont fournis par les plaideurs. Par exemple, une expertise non contradictoire, des constats, des certificats, des documents médicaux. L'exemple, je vais vous prendre un exemple qu'on voit dans les films. Vous voulez connaître la vitesse d'une voiture, vous regardez la longueur des traces de freinage. La longueur des traces de freinage vous permet de savoir à peu près quelle a été la vitesse du véhicule. Selon ce que dit donc la loi, article 1382 du Code civil, les présomptions ne peuvent être retenues, les présomptions judiciaires, que si elles sont graves, précises et concordantes. Que si elles sont graves, précises et concordantes. Et évidemment, uniquement si la preuve peut être rapportée par tout moyen, puisque je vous rappelle qu'il n'y a que 3 modes de preuve parfaits, l'écrit, serment décisoire, aveu judiciaire. Présomption, ça n'en fait pas partie. Ensuite, il y a l'aveu. L'aveu consiste donc pour une personne à reconnaître pour vrai, de manière non équivoque, donc de reconnaître pour vrai, de manière non équivoque, un fait de nature à produire des conséquences juridiques contre elle. Un fait de nature donc à produire des conséquences juridiques contre elle. Article 1383 du Code civil. Donc, la force probante de l'aveu diffère selon qu'il est judiciaire ou extrajudiciaire. L'aveu judiciaire, je vous rappelle, est un mode de preuve parfait. L'aveu peut être oral ou écrit devant le juge, sauf que dès lors qu'on constate un aveu judiciaire, il est irrévocable. Son auteur ne peut se rétracter au motif qu'il aurait changé d'avis ou qu'il aurait commis une erreur de droit, parce que son erreur de droit ne lui aurait pas permis de bien comprendre la portée de ses paroles. En revanche, s'il y a une erreur de fait, l'aveu peut être rétracté. Si une personne, par exemple, est poursuivie pour non-paiement d'une facture, si cette personne prétend qu'elle a déjà payé, elle avoue donc qu'il y a bien un contrat. Parce qu'il dit j'ai déjà payé. Donc si vous prétendez que vous avez déjà payé, vous avouez donc qu'il y a bien un contrat. Si après coup, vous constatez qu'en réalité vous avez confondu plusieurs factures, là c'est une erreur de fait. Et donc, vous pouvez vous rétracter. L'aveu judiciaire est donc irrévocable et l'aveu judiciaire est indivisible. Indivisible, il est impossible donc pour celui qui s'en prévaut de faire un tri entre les différents éléments de l'aveu. Donc c'est un bloc. Vous prenez le tout ou vous ne prenez rien. L'aveu judiciaire donc a une force probante très grande puisqu'il constitue une preuve complète. Je vous rappelle, c'est un mode de preuve parfait. Article 1383-2 du Code civil. Le juge est donc lié par l'aveu. Donc le juge est lié, ça veut dire que l'aveu judiciaire donc s'impose au juge qui doit tenir pour exact les faits qui ont été avoués.
Tout cela par opposition donc à l'aveu extrajudiciaire. L'aveu extrajudiciaire est fait en dehors de tout procès ou au cours d'un autre procès que celui qui oppose A et B. Alors, sa force probante n'est pas la même selon que l'aveu extrajudiciaire a eu lieu par écrit ou par oral. Si l'aveu extrajudiciaire est fait par écrit et qu'il est signé, cela vaut comme une preuve écrite. Sa force probante sera donc celle d'un acte sous seing privé. En revanche, l'aveu extrajudiciaire qui est fait par oral ou par un écrit qui n'est pas signé, sa force probante donc sera moindre puisqu'elle sera soumise à l'appréciation du juge. C'est le juge qui décidera si on garde ou pas cet aveu extrajudiciaire. Enfin, pour finir, s'agissant du serment, le serment consiste à affirmer de façon solennelle la véracité d'un fait qui vous est favorable. Donc c'est l'affirmation solennelle par une partie au procès de la véracité d'un fait qui lui est favorable. Vous levez la main droite devant le tribunal et vous dites « je le jure », sachant que si vous avez fait un faux serment, ça s'appelle un parjure, et un parjure est un délit qui est pénalement réprimé. Alors le serment, il peut être donc un serment décisoire. Le serment décisoire, donc, comme son nom l'indique, décide de la solution du litige. C'est l'article 1384 du Code civil. Une partie défère à l'autre le serment décisoire pour en faire dépendre le jugement de la cause. On défère à l'autre le serment décisoire pour en faire dépendre le jugement de la cause. Donc ici, l'adversaire prête serment, donc il gagne le procès. S'il refuse de prêter serment, son silence est interprété contre lui et il est condamné. Mais on peut évidemment renverser les rôles. Je vous défère le serment, mais vous ne répondez pas, mais vous me renvoyez la balle, vous renvoyez la patate chaude, et vous référez le serment à l'autre partie. Et donc là, on s'arrête. Donc vous avez commencé par déférer le serment, l'autre vous réfère le serment. C'est à vous de prêter serment, vous gagnez. Vous ne prêtez pas serment, vous perdez. La force probante du serment décisoire est absolue, puisqu'il est au même niveau qu'un écrit ou un aveu judiciaire. Le procès s'arrête, le juge est lié. Bien entendu. À ne pas confondre avec le serment qui est appelé le serment supplétoire, qui est déféré d'office. Le serment supplétoire est déféré d'office par le juge à l'une ou l'autre des parties, afin de suppléer, c'est pour ça que ça s'appelle supplétoire, afin de suppléer l'insuffisance de preuve. C'est l'article 1386-1 du Code civil qui en parle. Le juge défère le serment si la demande n'est pas, comme le dit le texte, n'est pas pleinement justifiée. Alors, la force probante du serment supplétoire est beaucoup moins importante que celle du serment décisoire, puisque le juge est tout à fait libre d'en apprécier la portée, le juge est tout à fait libre d'en apprécier la valeur. Voilà les différents modes de preuve que nous avons dans notre système juridique, tels que nous les avons présentés. En espérant que cette vidéo vous permettra d'en connaître davantage sur la matière de la preuve et du droit de la preuve, nous nous retrouvons très bientôt pour d'autres vidéos. À très bientôt, au revoir.